Vue de l'extérieur, la société Skaven semble simple et brutale. Pourtant, elle est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Structurée en clans rivalisant en permanence pour la suprématie, son système politique est dominé par la fourberie, la trahison, les intrigues et le complot. Miné par la traîtrise et rongé par une haine profonde envers le monde des hommes. Il en résulte que les Skaven forment une race paranoïaque, dont les esprits retors ne cessent de veiller sur leur profit personnel. Malgré toute cette instabilité, les Skaven adoptent une hiérarchie stricte, chacun connaissant sa place et faisant étalage de sa servitude envers ses supérieurs, tout en complotant pour prendre leur place et en n'oubliant pas de rappeler à ses subordonnés sa place prédominante. Car dans l'Empire souterrain, si la hiérarchie est clairement établie, il suffit d'un simple coup de couteau pour transformer un humble combattant en seigneur de guerre. D'ailleurs, l'assassinat et la trahison ne sont pas considérés comme déshonorants parmi les Skaven, mais simplement comme des méthodes d'avancement traditionnelles. Il en résulte que seuls les chefs paranoïaques et particulièrement retors arrivent à se maintenir en place. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher en détail sur l'organisation de cette société, afin de comprendre le fonctionnement de ces différents organes de gouvernance. Les Skaven ont adopté une hiérarchie clanique. À quelques exceptions près, la totalité des Skaven évolue dans des clans, de leur naissance à leur mort. Ces clans ont une hiérarchie assez semblable entre eux. Encore une fois, il existe des particularités dans certains clans que nous aborderons plus tard. Il existe des centaines si ce n'est des milliers de clans Skaven différents, chacun avec son ou ses chefs et en compétition directe avec les autres clans. Afin de coordonner l'ensemble des ressources de leur race, les Skaven ont érigé une institution censée avoir l'autorité sur l'ensemble des clans. Cette institution se nomme le Conseil des 13, et est composée de 12 membres. Tous les Skaven aspirent à intégrer ce conseil, car ces membres sont les Skaven les plus influents et les plus puissants de leur société. Ils sont en haut de la pyramide sociale, on les appelle les Seigneurs de la Ruine, ou les Seigneurs de la Peste s'ils font partie du clan Pestilence. Le Conseil des 13 est organisé autour d'une place vide représentant le Racornu et situé à la 13e position. À sa droite et à sa gauche immédiate se trouve la position numéro 1 et numéro 12, considérées comme les deux positions les plus importantes. Viennent ensuite les paires restantes dans l'ordre d'importance suivant, 2 et 11, 3 et 10, 4 et 9, 5 et 8, et enfin les positions 6 et 7 qui sont les plus distantes et les moins importantes. Chaque membre du conseil peut émettre des propositions qui seront soumises au vote. Les positions les plus importantes votent en premier, et de par l'influence et la puissance des seigneurs de la ruine qui les occupent, leurs avis peuvent influencer les votes des positions moins importantes. Ce fonctionnement oblige les membres de rang supérieur à avoir le soutien des rangs inférieurs pour faire passer leurs propositions, et vice-versa. Cela conduit à des manipulations, des pots de vin, des rivalités, des tractations, des accords louches, du favoritisme et des conspirations. Afin qu'un seigneur Skaven soit admis dans le Conseil des 13, il faut qu'il ait reçu la bénédiction du Racornu en posant sa patte sur le pilier des commandements. Puis il doit affronter en combat singulier le seigneur de la ruine ou de la peste qu'il souhaite remplacer. Le vainqueur remporte alors le siège disputé. Pour assurer la protection du conseil contre de potentiels Skaven voulant destituer son pouvoir, il existe un corps militaire appelé les Vermines Blanches ou Vermines Albinos. Ces redoutables combattants ont la réputation méritée d'être les guerriers les plus acharnés et les plus compétents de leur race. Ils font tous plus d'1m80 de haut et ont une fourrure d'un blanc éclatant, soit de naissance soit reçus comme don du Racornu. Les gardes albinos sont complètement dévoués au Conseil des 13. Leur principale mission est de protéger le grand temple maudit du Racornu à Scarogne, et le Conseil des 13 lors de ses sessions. Contrairement aux autres Skaven, ces gardes ne s'enfuient ou ne se rendent jamais, se sacrifiant volontiers pour accomplir leurs devoirs. En plus de ce corps armé nécessaire à sa protection, le Conseil des 13 a fondé l'Ordre des Prophètes Gris, qui joue le rôle d'ordre religieux et d'émissaire du Conseil. Cet ordre est exclusivement composé de Skaven nés avec une fourrure grise ou blanche, et possédant des cornes, signe qu'ils ont été choisis par le Racornu pour accomplir de grandes choses. À chaque fois qu'un tel Skaven naît dans un clan, il est immédiatement emporté par l'ordre des prophètes gris pour être élevé à l'écart de ses congénères. Ces jeunes Skaven deviennent alors des disciples de l'ordre, et doivent suivre une formation stricte et mortelle, dans laquelle ils devront par exemple réussir à sortir du labyrinthe du Racornu. Ceux qui parviennent à survivre à leur formation deviennent alors des prophètes gris. L'espérance de vie des prophètes gris est bien supérieure à celle des autres Skaven. Aussi, l'âge joue un facteur prédominant dans le statut d'un prophète gris au sein de l'ordre. Le prophète gris le plus âgé obtient le titre d'hérésiarque, et se voit allouer la première et la plus importante des places au Conseil des 13. Actuellement, cette place est occupée par le seigneur de vin Christislik, qui peut être considéré comme le Skaven le plus puissant de tout l'Empire souterrain. Pour s'assurer que les préceptes du Racornu et que les directives du Conseil des 13 soient respectées, les prophètes gris disposent de plusieurs pouvoirs. Ils peuvent dénoncer comme hérétique n'importe quel clan ou Skaven qui s'oppose à eux. Lorsqu'ils en arrivent là, la partie fautive ne fait pas de vieux os. Sous une justification fallacieuse de guerre sainte, leurs rivaux ne tardent pas à fondre sur eux en masse. En plus de cela, les prophètes gris sont doués d'une puissante magie,
et sont les seuls Skaven capables d'invoquer un Verminarch. Cela fait d'eux de puissants atouts sur le champ de bataille, et en fait des cibles compliquées pour un clan Skaven réfractaire qui souhaiterait les assassiner. Ensemble, la garde albinos et l'ordre des prophètes gris composent la majorité des Skaven ne vivant pas dans des clans, car c'est un fait, la société Skaven est organisée en clans, et la plupart de ces individus naissent et restent toute leur vie dans le même clan. Nous allons maintenant nous intéresser à l'organisation des différents clans Skaven. On peut les séparer en deux grands groupes de clans. Premièrement, les clans guerriers, qui représentent la plupart des clans Skaven existants. C'est l'organisation standard des clans Skaven. D'ailleurs, à l'origine, tous les clans étaient des clans guerriers. Les clans guerriers peuvent compter de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers de Skaven en fonction de leur puissance. Et deuxièmement, les clans majeurs, qui sont des clans guerriers ayant acquis des spécificités au cours de leur histoire, qui les ont rendus indispensables dans la société Skaven. Ils ont soit créé des armes qu'ils sont les seuls à savoir confectionner, soit développé des techniques de combat maîtrisées d'eux seuls. Les autres clans ont en tout cas tellement besoin de leurs services qu'ils ont acquis une influence et une puissance supérieures à une dizaine de clans guerriers. Il existe 4 clans majeurs, le clan Scryer, le clan Pestilence, le clan Eshin et le clan Mulder. Si l'on se penche sur l'organisation des différents clans guerriers, on remarque qu'il existe énormément de similitudes dans leurs organisations, bien que quelques spécificités puissent permettre de différencier certains d'entre eux. Ainsi, un clan guerrier est généralement dirigé par un seigneur de guerre, qui est souvent l'individu le plus massif et le plus imposant de son clan. Non pas parce que la force a déterminé son ascension, mais plus parce qu'une fois en place, les seigneurs de guerre s'allouent une part importante de la nourriture, ce qui les fait grossir et grandir plus que ne le pourraient les autres Skaven du clan. À l'exception des esclaves, tous les membres du clan peuvent tenter de devenir le seigneur de guerre. Il leur faudra pour cela réussir à assassiner ou à vaincre en combat singulier l'actuel seigneur de guerre. Les Skaven ayant atteint ce poste dans la hiérarchie du clan sont donc les plus retors, et pour conserver leur place, ils deviennent paranoïaques, car le moindre Skaven de leur clan pourrait tenter de les assassiner. Juste derrière les seigneurs de guerre se trouvent les chefs, qui sont ceux le plus susceptibles d'attenter à la vie de leur maître. Les chefs ont pour mission de mener les armées et de diriger les forteresses du clan, car le seigneur de guerre ne peut pas être partout en même temps. Plus un clan est puissant, plus il compte un nombre important de chefs, et lorsqu'un clan devient suffisamment puissant pour que son seigneur de guerre intègre le Conseil des 13, il désigne généralement un bras droit parmi ses chefs pour gérer les affaires de son clan. En effet, une fois qu'ils font partie du Conseil des 13, les seigneurs de guerre Skaven ne risquent généralement plus leur vie sur le champ de bataille, et ont nécessairement besoin d'un bras droit pour gérer leurs troupes. Si l'on descend encore plus bas dans la hiérarchie des clans guerriers, on retrouve les vermines de choc, qui sont des Skaven nés avec un pelage noir, signe qu'ils deviendront les plus grands et les plus puissants de leurs confrères. Ces Skaven forment l'élite guerrière de leur clan. Ils ont accès aux meilleures armes et armures que leur clan puisse se permettre de leur donner, et servent souvent de garde du corps aux seigneurs de guerre et à ses chefs. Sur le champ de bataille, ils constituent l'élite de l'armée. Ils se retrouvent souvent dans les premiers rangs d'une armée pour déstabiliser la ligne adverse. Il est de coutume de les laisser manger en premier à la suite d'une bataille, et beaucoup de leurs régiments se voient confier des légions d'esclaves veillant à leur confort personnel. Derrière les vermines de choc, on retrouve la masse de combattants composée de guerriers des clans. Ils forment une bonne partie des effectifs d'un clan et servent de squelette aux armées Skaven. Dès qu'un Skaven naît dans un clan, il devient immédiatement un guerrier des clans, à moins qu'il n'ait eu la chance d'obtenir un pelage noir. Les guerriers des clans ayant bien combattu peuvent se voir octroyer le titre de Longue Griffe. Ils deviendront alors les commandants de quelques dizaines d'autres guerriers des clans, et auront accès à plus de nourriture, tout en restant moins gradés que les vermines de choc. Enfin, tout en bas de l'échelle sociale, on retrouve la classe des esclaves Skaven, qui sont les plus nombreux. Ces esclaves ne sont pas originaires du clan qui les utilise comme main-d'œuvre, mais proviennent d'autres clans qui ont été vaincus. Ce sont les prisonniers de guerre des innombrables conflits internes que connaissent les Skaven. Ils sont néanmoins indispensables à l'économie de l'Empire souterrain, puisqu'ils sont utilisés pour toutes sortes de tâches ingrates comme le forage de nouveaux tunnels, l'extraction de minerais et la récolte de nourriture. Au combat, les esclaves sont déployés pour absorber les tirs ennemis et noyer l'adversaire sous la masse. Beaucoup périssent, mais ces pertes sont acceptables, du moment qu'elles protègent leurs supérieurs des flèches et ralentissent la progression ennemie. Car il est de coutume de considérer les esclaves comme absolument sacrifiables dans la société Skaven. La nourriture qui leur parvient est si rare que le cannibalisme entre esclaves Skaven est monnaie courante, et si le clan est soumis à une famine, les esclaves sont transformés sans remords en source de nourriture. Tout Skaven ayant tenté de prendre la place d'un supérieur est soit tué, soit transformé en esclave où il connaîtra assurément une mort précoce et violente. Certains esclaves qui survivent plus longtemps que les autres acquièrent le statut minimal de longue patte. Ils sont chargés de coordonner les tâches ouvrières de leurs semblables. Ce travail est moins pénible mais ne leur donne pas nécessairement accès à plus de nourriture,
et la plupart finissent tout de même par mourir rapidement. Dans des cas exceptionnels, où le clan est en danger et sur le point d'être anéanti, il arrive que les esclaves soient promus au rang de guerriers des clans pour gonfler les effectifs armés. Cette promotion est bien souvent de courte durée, puisque la bataille qui s'ensuit finit la plupart du temps par l'anéantissement du clan, et les survivants sont absorbés par le clan vainqueur et réduits en esclavage. Il existe une place dans les clans Skaven encore moins enviable que celle des esclaves, et c'est celle des femelles Skaven, qui forment environ 10% de la population. Pour les Skaven mâles, elles ne sont utilisées que pour la reproduction. Elles sont donc placées dans les souterrains les plus profonds, d'où elles ne sortent jamais, et leur existence n'est qu'un cycle sans fin de procréation et d'allaitement. Dès leur plus jeune âge, les femelles sont droguées avec un dérivé de malpierre afin de rester dans un état semi-conscient pour le reste de leur vie. Elles n'apprennent même pas le Squeakish, la langue des Skaven, et n'ont aucune capacité sociale. Leur existence dans les souterrains finissent par les rendre aveugles et obèses, et elles ne sont maintenues en vie que grâce à des mâles esclaves Skaven castrés. Voilà pour la hiérarchie standard des clans guerriers. Certains seigneurs de guerre des clans guerriers les plus puissants ont acquis une place au Conseil des 13, et peuvent ainsi infléchir sur le destin de leur race tout entière. Dans ces seigneurs de guerre devenus seigneurs de la ruine, on peut citer le seigneur Ronche-Creuse-les-Terriers du clan Morse, qui occupe la 2e place du Conseil des 13. Le clan Morse est en effet le plus puissant clan guerrier du moment, et s'est issu à cette place après que Ronche-Creuse-les-Terriers ait vaincu et absorbé pas moins de 6 autres clans guerriers. Contrairement aux autres clans, le clan Morse ne réduit pas systématiquement en esclavage les Skaven vaincus, mais récupère volontiers les guerriers les plus prometteurs des autres clans pour les incorporer à ses forces. Une autre particularité du clan Morse est la fidélité de ses membres pour les chefs qui les dirigent. Cela limite les assassinats et permet au clan de concentrer ses forces au mieux, en ne pensant qu'à l'intérêt supérieur du clan. Pour toutes ces raisons, le clan Morse est quasiment aussi puissant qu'un clan majeur. Un autre seigneur de guerre s'étant élevé au rang de seigneur de la ruine est Cratch Griffe de Damnation, le maître du clan Rictus, occupant la 3e place du Conseil des 13. Ce clan contrôle intégralement le mont Bossu, carrefour stratégique de l'Empire souterrain. Pour assurer sa richesse, il fait payer des droits de douane ahurissants à tous les Skaven qui souhaitent se rendre dans les terres sombres. Le mont Bossu est également connu pour abriter d'énormes quantités de gobelins de la nuit, qui sont réduits en esclavage par le clan et jetés par dizaines de milliers sur ses ennemis. En plus de cet emplacement stratégique et de cet apport constant en esclaves, le clan Rictus peut compter sur un nombre particulièrement élevé de vermines de choc, car ses naissances comprennent, sans que personne ne sache pourquoi, un nombre plus important de fourrures noires que les autres clans. Le clan Rictus est en compétition avec le clan Morse pour devenir le clan guerrier le plus puissant, et se livre à bon nombre de manigances pour faire chuter le clan Morse. Le Conseil des 13 est également constitué du seigneur Vrig Gratte-le-Fer, du clan Scorbut, occupant sa 5e place. Le clan guerrier Scorbut, dont le terrier principal se situe sous la cité tyléenne de Tobaro, contrôle la plus grande flotte de guerre de l'Empire souterrain. La majeure partie de ses forces sont constituées de marins qui, à la manière des pirates, pillent les navires ennemis pour s'assurer la richesse de leur clan. À la 6e place du Conseil des 13 trône le seigneur Grisnik Fourrage les hommes du clan Scab. Comme le clan Rictus, ce clan est célèbre pour produire plus de vermines de choc que la moyenne, et leur entraînement est reconnu dans tout l'Empire souterrain. Bon nombre de ces vermines de choc sont donc vendues pour servir de garde du corps aux seigneurs des autres clans, ce qui assure les richesses du clan Scab. Ce clan a aussi constitué une alliance avec un roi des tombes, et certains de ses membres maîtrisent donc la redoutable magie noire de Neekala. Le clan Scab a failli être détruit et a perdu en puissance lors de l'ascension fulgurante du clan Morse, qui l'a battu à de multiples reprises et a limité son influence dans les montagnes longeant les terres des morts. Le dernier seigneur de guerre d'un clan guerrier ayant obtenu le titre de seigneur de la ruine est Grotch-Roth, du clan Morbidus, qui siège à la 7e place du Conseil des 13. Le clan Morbidus était à l'origine une partie du clan Pestilence, avant de devenir indépendant car coupé du reste du clan. Il jure néanmoins fidélité et vassalité au clan Pestilence pour assurer sa survie. Ce dernier pourrait être tenté de détruire ce clan qui devient de plus en plus puissant et lui fait de l'ombre, mais le seigneur Grotch-Roth est un habile diplomate, et s'aligne systématiquement sur les propositions du clan Pestilence, ce qui assure la survie de son clan, pour l'instant du moins. Comme le clan Pestilence, le clan Morbidus utilise fréquemment des épidémies pour assurer sa domination sur ses rivaux, et est d'ailleurs à l'origine de multiples maladies qui ravagent le vieux monde. Par contre, contrairement à Pestilence, le clan Morbidus dépense une grande partie de ses ressources à l'achat de bêtes de guerre du clan Mulder, bêtes de guerre qu'il utilise pour répandre ses épidémies de manière plus efficace. La 8e position du Conseil des 13 est détenue par un Skaven inconnu. Il est possible que ce soit le seigneur de guerre du clan Charogne qui la possède. Ce clan est un clan nomade qui parcourt le vieux monde en pillant d'anciens champs de bataille,
Il possède ainsi beaucoup d'équipements et ses guerriers des clans sont globalement mieux équipés que ceux des autres clans guerriers, bien que leurs armements soient particulièrement hétéroclites. Voilà ce qui conclut notre tour des clans guerriers ayant une place au Conseil des 13. Nous allons maintenant nous intéresser au clan majeur Skaven, que nous traiterons par ordre d'ancienneté. Le plus puissant et le plus ancien des clans majeurs est le clan Skryre. Ce clan s'est formé au tout début de l'histoire Skaven, alors que l'espèce se répandait à la surface du monde comme une tumeur. Le clan Skryre resta à Scarogne où il se spécialisa dans la création d'armes de haute technologie, fusionnant la magie et la science. Ce clan a confectionné la majorité des armes les plus redoutables utilisées par les Skaven au combat. Parmi ses inventions, on peut citer les fusils Jésaï, les globes empoisonnés, les ratasphères, les mitrailleuses Ratling, les malflammes, les canons à malfoudre et bien d'autres encore. Ces armes sont vendues aux autres clans Skaven à prix d'or, ce qui fait du clan Skryre le clan Skaven le plus riche de tous. Bien évidemment, toutes les armes confectionnées ne sont pas vendues. Les plus efficaces sont jalousement gardées par le clan, qui détient ainsi le plus grand arsenal de l'ensemble de l'Empire souterrain. Le clan Skryre est ainsi le clan le plus riche et le mieux armé de l'Empire souterrain. Toutes ces inventions ne sont pourtant pas des armes. Les ingénieurs de Skryre ont également conçu d'autres machines, comme le Quinloin ou le Malrail, qui servent respectivement à communiquer à longue distance ou pour le transport de la Malpierre ou des troupes. L'organisation du clan Skryre s'éloigne un peu de celle des autres clans Skaven. La même hiérarchie existe, avec un seigneur de guerre, des chefs, des vermines de choc, des guerriers des clans et des esclaves, mais vient se greffer en plus un nouveau rang appelé technomages. Les technomages sont les ingénieurs de l'Empire souterrain. Ce sont eux qui inventent et produisent les armes qui ont fait la puissance du clan Skryre. Aussi, ils occupent une place importante au sein du clan. Les technomages sont à peu près logés à la même enseigne que les vermines de choc, bénéficiant également d'esclaves à leur service et ayant la même quantité de nourriture que les vermines de choc. Mais certains technomages plus doués que leurs congénères pour l'invention se voient accorder un statut beaucoup plus élevé, pouvant être comparé à celui de chef. Il arrive même que certains se voient attribuer le titre de technomètre, ayant alors pour mission de superviser le travail des autres technomages, et même de parfois diriger les armées du clan. En plus des technomages, le clan Skryre propose à ses guerriers des clans une promotion au rang d'équipe d'armes. Les Skaven ainsi promus sont en charge de manier les armes inventées par les technomages pour faire des ravages dans les armées adverses. Ainsi, un guerrier des clans de Skryre peut devenir mitrailleur Ratling, ou manier un lance-flamme. Les équipes d'armes sont bien mieux traitées que les autres guerriers des clans, mais le risque d'un accident mécanique faisant exploser leur arme et eux avec est toujours présent, et ils sont la cible prioritaire des adversaires sur les champs de bataille. Le seigneur de guerre Morskitar du clan Skryre trône sur le 12e siège du Conseil des 13, le deuxième plus important après le premier siège. Le deuxième plus ancien des clans majeurs Skaven est le clan Pestilence. Ce dernier est devenu clan majeur alors qu'il était stationné en Lustrie et ravagé par des maladies tropicales. Alors que le clan allait succomber, ses derniers membres encore en vie se tournèrent vers le Racornu et devinrent les premiers moines de la peste. Des Skaven assoiffés de sang, immunisés à la maladie et qui la répandent volontiers chez leurs ennemis. Suite à leur transformation, ces moines de la peste devinrent de véritables fanatiques religieux au service du Racornu. Le clan Pestilence est en effet connu pour sa piété et son dévouement envers le Racornu, et contrairement aux autres Skaven, les membres du clan se concentrent plus sur la faculté du Racornu à créer et à contrôler les épidémies. Le clan Pestilence a ainsi créé un schisme religieux au sein du culte du Racornu. Les adeptes de la religion du clan se font appeler la confrérie de la peste, dont fait par exemple partie le clan Morbidus. Cette confrérie de la peste est en compétition directe avec l'ordre des prophètes gris, qui servent de chefs religieux au culte originel du Racornu. Depuis que la majorité de ses membres ont été changés en moines de la peste, le clan Pestilence a revu toute son organisation clanique. Sans compter ses esclaves acquis au cours de ses campagnes, la base du clan est composée de moines de la peste, qui représentent la quasi-totalité de ses membres. Les moines de la peste particulièrement dévoués envers le Racornu peuvent grimper les échelons du clan, devenant alors des prêtres de la peste. Ces prêtres dirigent leurs semblables sur le champ de bataille ou dans leur recherche de l'épidémie ultime. Contrairement aux autres clans, le clan Pestilence a plusieurs dirigeants appelés les seigneurs de la peste. Ceux-ci sont choisis parmi les prêtres de la peste les plus corrompus, et forment un conseil qui gère les affaires du clan et prennent les décisions importantes. Le plus puissant membre de ce conseil est nommé archiprêtre de la peste. C'est lui qui s'apparente le plus à un seigneur de guerre d'un clan plus standard. Une fois qu'un Skaven est nommé archiprêtre de la peste, il prend le nom traditionnel de Nurglitch. Actuellement, l'archiprêtre de la peste Nurglitch VII trône sur la 10e place du Conseil des 13. Par le passé, le clan Pestilence a tenté de renverser le pouvoir du Conseil des 13 et de devenir le meneur de toute la race Skaven. S'en est suivi un conflit de plusieurs centaines d'années qui se conclut par l'admission du clan Pestilence au Conseil des 13.
Le clan Pestilence est donc le clan le moins aimé de la société Skaven, et celui que le plus de Skaven puissants cherchent à faire tomber. Pour assurer sa postérité, le clan a su s'entourer de tous les réfractaires Skaven à l'ordre établi, et assure un grand nombre d'alliances à travers la confrérie de la peste qu'il préside. S'en prendre au clan Pestilence conduirait à coup sûr à une nouvelle guerre civile entre Skaven. Et de plus, les épidémies qu'il concocte pour le Conseil des 13 et qui a déjà frappé durement la Bretonie ou l'Empire sont trop indispensables pour se fâcher avec les seigneurs de la peste. Ainsi, bien que critiqué, le clan Pestilence a su jusqu'à présent conserver sa puissance et son influence. Et qui sait, un jour peut-être parviendra-t-il à se débarrasser des autres membres du Conseil, et à gouverner les Skaven seuls. Le troisième clan majeur a acquis son statut durant la guerre civile causée par le clan Pestilence. Il s'agit du clan Eshin. Très tôt dans l'histoire des Skaven, ce clan disparut en Extrême-Orient, avant de revenir des siècles plus tard pour proposer son aide au Conseil des 13 alors en plein conflit avec le clan Pestilence. Le clan Eshin a appris l'art de l'assassinat durant son exil en Orient. Ainsi, chacun de ses membres est doué pour la furtivité et l'assassinat. Le clan monnaie ses talents aux différents seigneurs de la ruine. Que ce soit pour assassiner une cible, pour fournir des régiments capables de contourner efficacement une armée, ou simplement pour espionner un rival. Tous les clans de l'Empire souterrain se sont rapidement arrachés les services des assassins d'Eshin, rendant le clan Eshin extrêmement riche et influent. Mais malgré tout l'or que le clan a accumulé au cours des siècles, jamais il n'a cherché à mener sa propre course au pouvoir, ou n'a donné d'informations erronées à ses clients pour en tirer un quelconque bénéfice. Le clan s'est simplement attiré les bonnes grâces des seigneurs de la ruine et continue de servir inconditionnellement le Conseil des 13. Nul ne sait si cette obéissance durera ou si le clan prévoit un jour de renverser le pouvoir avec ses immenses ressources accumulées. Comme pour le clan Pestilence, le clan Eshin a revu toute son organisation clanique, avec à sa base les coureurs nocturnes, qui forment la majorité de son armée. Bien que basiques, les coureurs nocturnes restent bien plus agiles et dangereux que les guerriers des clans des autres clans. Si certains se démarquent par leur bravoure, ils peuvent acquérir le rang de longue cape, devenant ainsi chef d'unité et se faisant octroyer des missions plus risquées. Les membres les plus agiles du clan Eshin se voient attribuer le rang de coureur d'égout, l'élite des troupes d'Eshin. Ils sont souvent envoyés avant une bataille pour affaiblir l'armée adverse. Ce sont eux qui sont les plus monnayés par le clan auprès du Conseil des 13. Ils quittent donc régulièrement leur base pour mener à bien des missions d'espionnage ou d'assassinat contre les races ennemies des Skaven. Enfin, les membres les plus talentueux d'Eshin deviennent des assassins. Ce sont eux que le clan Eshin utilise pour maintenir sa place de clan majeur. Les assassins jouent effectivement le rôle de police secrète pour le Conseil des 13. S'assurant que les clans guerriers mineurs restent à leur place, et que le fragile statu quo qui gouverne la société Skaven soit maintenu en place. De plus, c'est grâce à eux que personne ne peut s'en prendre au clan Eshin, car personne n'est hors de portée de la lame de ces terribles Skaven. Ils sont également mandatés par le clan pour les missions critiques, et ont par exemple assassiné l'empereur humain Mandred, qui avait mis à mal les plans du Conseil des 13. À la tête du clan Eshin se trouve le plus talentueux des assassins, qui prend le titre de Seigneur de la Nuit. Pour devenir Seigneur de la Nuit, il suffit de défier en combat singulier l'actuel Seigneur de la Nuit. Ainsi, le clan Eshin s'assure que ce soit systématiquement son meilleur élément qui soit à sa tête. L'actuel Seigneur de la Nuit est le Seigneur Sneak Sombre Nuit, qui occupe la 9ème place du Conseil des 13. Enfin, le plus récent clan à avoir fait son ascension au sein des clans majeurs est le clan Mulder, dont la base principale se situe à Malphos, au nord de Kislev. Ce clan est parvenu à fabriquer de toutes pièces une ménagerie énorme de monstres tous plus affreux les uns que les autres. Parmi ces monstres, on peut citer les rats ogres, les meutes de rats géants, les horreurs de la portée ou encore les abominations de Malphos. Le secret de fabrication de ces monstres est bien gardé par le clan, qui vend à prix d'or toutes ces créations que les autres clans s'arrachent. Le clan Mulder est extrêmement riche grâce à ses ventes. Sa fortune est telle qu'elle rivalise presque avec celle du clan Scryer. En fait, le clan Mulder est le deuxième clan le plus riche de l'Empire souterrain. Son organisation est assez similaire à celle des clans guerriers plus standards, si ce n'est que ces unités de guerriers des clans ne forment pas le squelette de son armée, mais sont plus des unités annexes au sein d'une marée cauchemardesque que le clan jette sur ses ennemis. Pour encadrer ces nombreux monstres qu'il utilise dans la bataille, le clan Mulder a créé le rang de chef de meute dans son organisation. Les chefs de meute ont pour rôle de gérer, de dresser et d'envoyer au combat les monstres de Mulder. Être chef de meute octroie bien plus de nourriture qu'être simple guerrier des clans, mais expose les Skaven au risque d'être dévorés par les abominations qui sortent des laboratoires d'aimants de Malphos. Les maîtres corrupteurs sont les Skaven du clan Mulder qui sont en charge de la création des monstres qui sortent des laboratoires du clan. Ces Skaven commandent directement au chef de meute, et sont très bien placés dans la hiérarchie du clan Mulder. Les 9 maîtres corrupteurs qui ont le plus contribué aux recherches du clan se font appeler les 9 seigneurs de Malphos. C'est à ce rang que l'on retrouve le seigneur Trot le Galeux par exemple.
Ces 9 seigneurs de Malphos sont situés juste sous le chef du clan Moulder, le Seigneur Corrupteur. Actuellement, le Seigneur Corrupteur est Verminkin, le Bouffi, et il occupe la 11e place du Conseil des 13. Voilà qui conclut notre tour de l'ensemble des clans Skaven notables et de leur organisation. Nous avons maintenant vu 11 des 12 sièges du Conseil des 13. Il ne manque que le Seigneur Paskrit, général en chef des armées du royaume Skaven, et qui occupe la 4e place du Conseil des 13. Ce Seigneur de la Ruine n'appartient à aucun clan, et son rôle est de coordonner l'effort de guerre des différents clans Skaven lorsque ceux-ci unissent leurs forces. Par exemple, si le Conseil des 13 décide d'allouer 4 clans mineurs au siège d'une ville impériale, afin d'éviter que les 4 clans ne se disputent la place de chef et le nombre de ressources qu'ils doivent allouer à la tâche, c'est Paskrit qui prend ces décisions. J'espère que ce tour exhaustif du système de gouvernance des Skaven vous aura plu et vous aura appris de nombreuses choses sur la société Skaven. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez, à la prochaine!